Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Sécurité au Mali, quelle analyse de la situation? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur à l'Université de Bamako et Brahima Mamadou Kone, chercheur, doctorant en sciences politiques. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Baba Dakono, quand on voit l'évolution de la situation sécuritaire du Mali, quand on voit l'évolution, on va dire, de la crise du nord jusqu'au centre aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation? Je pense qu'avant l'analyse, peut-être le constat. Ce constat, c'est que l'insécurité, elle est caractérisée principalement par la persistance de la menace terroriste et sa diffusion du nord vers le centre. Le reste du pays est très précaire depuis 2012, date à laquelle d'abord s'est déclenchée la rébellion armée au nord du pays. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une évolution significative de ce contexte sécuritaire et pire, l'insécurité qu'on avait pu confiner dans le nord du pays à la faveur de la campagne militaire franco-africaine de la mi-janvier 2013 a débordé finalement aujourd'hui. C'est le centre du Mali, mais pas que, parce qu'il y a quelques semaines, sinon plus d'un mois, il y a eu cette attaque à Koulikoro qui a rappelé à tous les acteurs, Koulikoro c'est à moins de 70 km de Bamako, que l'insécurité c'est pas qu'au nord et au centre, c'est aussi les risques sur les autres régions et sur la capitale malienne. Donc avec le recul et le constat, c'est que le Mali reste encore dans une situation sécuritaire assez difficile. La rébellion, c'est ce qui avait provoqué cette crise au nord du pays, au centre du pays aujourd'hui. Est-ce qu'on sait réellement ce qui s'y passe en termes de situation sécuritaire? Bon, si on a quelque chose à la limite d'appréciable ou en tout cas qu'on peut apporter des commentaires ça et là, c'est cette récurrence d'insécurité quand même qui émaille le centre du pays depuis 2015, mais laquelle insécurité elle s'est quand même aggravée davantage dans ces derniers mois. Mais fondamentalement, je pense qu'une des nouveautés dans l'insécurité pour le cas précis du centre, c'est cette pluralité d'acteurs qui serait à l'origine de cette économie criminelle ou de cette insécurité dont on parle autant. Une autre particularité, c'est le référentiel communautaire qui est de plus en plus quand même brandi dans la série dynamique conflictuelle. On savait pertinemment que depuis des décennies, des conflits récurrents ont toujours opposé les éleveurs majoritairement Peuls, des Dogons qui sont majoritairement agriculteurs, mais aujourd'hui, je pense que les dynamiques conflictuelles font que, si vous voulez, cette contradiction entre éleveurs et agriculteurs ne suffit plus pour la saisie des dynamiques conflictuelles. Il faut questionner toutes les difficultés liées à l'accès aux ressources naturelles. Il faut questionner toutes les difficultés liées même à la chefferie locale. On l'oublie très souvent. Ce sont quand même des localités où la chefferie locale serait détenue par une infime partie d'acteurs, lesquels acteurs ont tellement profité de cette instabilité, ont tellement profité de l'absence ou en tout cas de la mauvaise représentation de l'État par ses agents pour tirer davantage toutes les ficelles qui en découlent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, pour les cas précis du centre du Mali, sommes-nous en face d'acteurs qu'on pourrait même les qualifier des acteurs criminels, parce que quand même, n'oublions pas, beaucoup profitent de cette insécurité pour se donner à la vente ou des armes, beaucoup profitent de cette insécurité justement pour aggraver davantage tous ces clichés, tensions qui ont rythmé le quotidien des populations. D'ailleurs, les quelques clichés, tensions, moi je pense que sont peut-être étudiés par pas mal d'acteurs qui s'intéresseraient au sein du Mali. De la même manière également, quand on regarde toute la rhétorique politique, on s'aperçoit quand même que la dimension anthropologique du conflit, elle est peu analysée ou à la limite elle est même mise sur la touche, or qu'elle est quand même fondamentale. Certes, on va parler d'accès aux ressources naturelles, on va parler de la gouvernance locale, mais ce sont parfois ces clichés aussi qui font que les deux communautés, notamment les Dogons, aujourd'hui, dans le cadre du centre du Mali, s'affronteraient davantage pour des raisons qui seraient
plus lié au culturel, qui serait plus lié à l'appartenance communautaire qu'à autre chose. Donc pour dire qu'effectivement, les dynamiques conflictuelles ont un nouveau visage aujourd'hui. Les dynamiques conflictuelles ont aussi assisté à l'émergence de nouveaux acteurs. D'accord, mais Brahima Mamadou Koné, est-ce qu'il y a réellement un conflit intercommunautaire au centre du Mali? Bon, je pense qu'il faut faire un peu d'historique parce qu'il y a un couronnement aujourd'hui de la crise du Nord qui s'est transposée au centre du pays. Et cela s'explique aujourd'hui par l'absence de l'administration qui doit jouer un rôle d'arbitrage entre les communautés qui y abritent la zone. Et je pense qu'il y avait des tensions latentes et sous-jacentes qui ont été exacerbées par l'absence de l'État central au niveau de la zone, au niveau du centre du pays. Mais au-delà de ça, sociologiquement, quand on prend la crise du Nord, il faut reconnaître qu'il y a des rapports de force, il y a des questions qui sont liées, comme le docteur Tunkara l'a dit, à la question de gouvernance, aux questions de légitimité et de leadership entre les chefferies traditionnelles et coutumières, les chefferies traditionnelles Pel Dogon, qui partagent les mêmes cultures et les mêmes ressources naturelles dans la zone. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a l'aspect climatique aujourd'hui. Il faut analyser la crise du centre sur cet aspect, parce que vous savez que quand vous partez un peu vers la zone de Kadjolo, et précisément à Missini, il y a aujourd'hui des flux de migration climatique des Dogons vers Missini et Kadjolo à la recherche de terres agricoles. Donc il y a aujourd'hui une rareté des ressources de production, des ressources d'eau qui ont vraiment enflammé ces conflits intercommunautaires au niveau du centre. Donc moi je pense qu'il faut que le gouvernement arrive au-delà du plan de sécurisation, arrive à faire sortir un plan intégré de développement qui va prendre en compte les enjeux. C'est-à-dire qu'il faut faire aujourd'hui des chemins transhumants pour permettre aux éleveurs de pouvoir avoir accès au pâturage, de pouvoir accès au point d'eau pour l'abreuvage de leurs animaux, parce que l'élevage aussi c'est leur activité économique, et l'agriculture aussi c'est l'activité économique pour la plupart des Dogons qui sont de la profession agricole. Et aujourd'hui, il faut songer, que le gouvernement songe aujourd'hui à aller vers le Fonds climat pour voir quels sont les experts qui sont là-bas. Ils vont réfléchir pour voir aujourd'hui quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir y remédier aujourd'hui à la crise du centre qui est liée, bien entendu, notamment à la question des ressources naturelles. D'accord. Baba Dakono, peut-on dire que la mauvaise gouvernance et le phénomène climatique sont aujourd'hui les principales causes de cette situation que vit le Mali? Il y a plusieurs causes à la situation que vit le Mali aujourd'hui et peut-être une interconnexion entre les causes. C'est sûr que les facteurs liés à la gouvernance sont importants dans l'exacerbation des rapports conflictuels parce qu'il faut le rappeler, c'est vrai que les rapports entre les communautés dans la plupart des localités où il y a le conflit ou des conflits aujourd'hui sont historiques, mais les conflits également sont historiques. La seule différence qu'avant, les conflits se faisaient avec beaucoup moins de violence qu'aujourd'hui et trouvaient toujours un moyen de règlement au niveau local. Aujourd'hui, les acteurs locaux semblent être dépassés par le conflit. Les mécanismes qui existaient certains ne sont plus en phase avec la situation actuelle. Et tout ça sur fond d'exploitation des failles dans la gouvernance par divers acteurs. Parce que ce n'est pas que les communautés aujourd'hui qui sont présentées comme belligérantes dans le cadre du conflit au centre du pays, qui sont des acteurs. Il y a beaucoup d'autres acteurs, comme on a l'habitude de le dire, mais peut-être revenir sur ça. Dans le centre aujourd'hui, les acteurs de l'insécurité sont certainement les communautés qui sont en belligérance, mais également les différents groupes et réseaux criminels, notamment sur toute la bande frontalière Mali-Burkina où s'opèrent d'importants mouvements hors contrôle, donc des trafics, mais également les groupes extrémistes violents. Donc ce sont ces différents acteurs-là qui alimentent l'insécurité et ça se fait, comme je l'ai dit, sur fond d'instrumentalisation ou d'exploitation des limites de la gouvernance. Donc de ce point de vue, on ne peut pas exclure la question de la gouvernance des facteurs qui contribuent à exacerber l'insécurité. Mais
Mais il y a le changement climatique, oui, mais pas que, parce que le changement climatique en lien avec d'autres facteurs, parce que ce n'est pas le changement climatique en lui seul, le changement climatique, par exemple, en lien avec la charte pastorale, parce qu'on a l'habitude de dire que depuis l'époque de la DINA, il y avait des routes de transhumance qui ont été tracées, et après, il y a eu cette charte entre les différents groupes socio-professionnels pour dire voilà les couloirs de passage, voilà les périodes de passage. Mais avec le changement climatique, les périodes de pluie ont changé, donc les périodes de récolte également. Donc, c'est pas tant la seule question du changement climatique, mais c'est la question du changement climatique en rapport avec d'autres facteurs. Donc, comme ces deux facteurs cités, il y a une multitude d'autres facteurs qui, en interconnexion, contribuent à aggraver la situation, comme on le constate aujourd'hui. Bon nombre de Maliens pensent aujourd'hui que des pays occidentaux seraient derrière cette situation que vit le Mali. Bon, je pense que l'hypothèse du complot, du conspirationnisme me paraîtrait marginal, mais il ne faut quand même pas l'écarter à tout bout de champ. Je pense fondamentalement, quand on regarde un peu l'histoire des groupes radicaux violents, il n'est pas tout étonnant que des possibles connexions s'établissent entre ces différents mouvements. On l'a vu en Irak, en Afghanistan, même au Nigeria. Donc, ce n'est pas exclure qu'effectivement, certains groupes radicaux violents nigérians se retrouvent au centre du Mali, ou d'autres groupes qui ont anciennement combattu en Afghanistan. Mais impliquer un État en tant que tel dans cette récurrence de l'insécurité me paraîtrait un peu hasardeux du point de vue analytique, parce qu'il est quand même difficile d'établir une telle véracité du point de vue analytique. Donc je pense que la thèse qui consisterait à imputer la responsabilité, ou en tout cas à adosser la responsabilité de cette situation sécuritaire du centre à des puissances occidentales, je la comprends aisément, mais elle est difficilement soutenable du point de vue argumentatif. Mais ce qui est évident aujourd'hui, les dynamiques conflictuelles dans la région de Mopti font croire qu'effectivement, de possibles ramifications entre les différents acteurs seraient une réalité, dans le même temps que des acteurs qui ne seraient pas forcément sur du terroir seraient aussi fortement impliqués dans l'alimentation des situations de conflictualité. Mais aller à dire que la France ou les États-Unis seraient derrière, je pense que ça ne nous aide pas à comprendre sérieusement notre responsabilité dans la situation. Pour qui connaît ces différentes localités aujourd'hui en proie à l'insécurité, on sait pertinemment quand même que beaucoup de rhétoriques nous diront que les communautés ont toujours cohabité dans la symbiose, mais ce qu'elles n'ajoutent pas, ces différentes rhétoriques, cette cohabitation, elle a toujours été quand même traversée par des clichés, par des sentiments de suspicion, et surtout quand les communautés ont le sentiment que même l'État central serait injuste vis-à-vis d'un certain nombre de communautés. Voilà, c'est pour vous dire à combien les dynamiques locales sont plus importantes que tout autre acteur qui serait venu d'ailleurs. Mais ça reste une hypothèse, mais difficilement on pourra quand même le prouver du point de vue analytique, parce que je peux comprendre aisément que ce genre d'hypothèse soit émise s'agissant de la crise au nord du Mali. On parle d'uranium, on parle de toutes ces richesses qui se trouveraient du sous-sol. Mais pour le cas précis de la région de Mopti, je ne vois pas en quoi des puissances étrangères seraient autant intéressés pour des raisons économiques. On sait que les puissances ne sont pas là pour la charité, mais il ne faut pas non plus aussi quand même gommer toutes ces difficultés liées à la gouvernance locale, toutes ces difficultés liées à ces clichés qui traversent les communautés, toutes ces difficultés liées aux ressortissants de ces différentes localités qui seraient dans les centres urbains, lesquels ressortissants sont plus légitimes que l'État central dans ces différentes localités, lesquels les ressortissants envoient de manière tout à fait irrévocable de l'argent aux parents qui sont restés dans ces différentes localités pour s'acheter des armes. Donc c'est pour vous dire à combien nos responsabilités entre nous Maliens,
me paraissent quand même fondamentales. Je ne suis pas en train de nier une telle possibilité, qu'il y ait d'autres acteurs étrangers qui alimenteraient l'insécurité, mais je pense que ce sont des hypothèses, mais lesquelles hypothèses sont difficilement soutenables lorsqu'on connaît sur le terrain. C'est vrai que j'ai entendu ça et là, que lors de la tuerie qui a eu lieu récemment à Ouagadougou, certains acteurs seraient des nationalités étrangères. Une telle hypothèse, comme je le disais tantôt, elle est difficilement soutenable. Mais ce qui est sûr, de part et d'autre, quand on s'interroge avec les Dogons, avec les Peuls, effectivement, les deux groupes s'accusent mutuellement de faire recours à d'autres acteurs non maliens, justement pour les aider à combattre l'autre camp. Ça, ce sont aussi des déclarations venant des deux communautés en conflit. Donc, c'est pour vous dire qu'à combien, jusqu'ici, nous sommes quand même plus dans des sentiments, sommes-nous plus, à la limite même, dans de... en gros, on est loin de l'évident, parce que je pense qu'il faut questionner le local, il faut questionner la gouvernance locale, il faut questionner la manière dont la justice est rendue. Ce sont ces paramètres, entre autres, qui me paraîtraient beaucoup plus plausible dans la compréhension de conflictualité que de s'attarder sur la possible connexion de ces différentes localités avec l'étranger. Brahima Mamadou Koné, pensez-vous qu'il est possible que la France soit derrière cette crise comme le pensent beaucoup de Maliens aujourd'hui? Non, ça dit que j'ai toujours écarté l'hypothèse d'implication de la France par rapport aux crises du centre, parce que je ne vois pas un intérêt de ressources naturelles ou minérales au niveau du centre qui peut être l'objet pour la France d'être complice de ce qui nous arrive au niveau du centre. Mais ce qu'il faut noter, nous sommes un pays souverain. Mais est-ce que cela ne pourrait pas être une stratégie pour que tout le monde se concentre sur une partie, une localité, alors qu'il y a des choses qui se passent ailleurs? Non, je peux admettre l'hypothèse que cette crise qu'on nous a imposée depuis 2012 au niveau du Kidal, non, au niveau du nord du Mali, a été transposée au niveau du centre pour nous faire oublier le nord du Mali. Mais ce n'est pas une hypothèse qui est plausible, qui est vérifiable pour pouvoir situer la responsabilité de la France par rapport à cette crise même. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes un État souverain, nous avons la responsabilité, le gouvernement a la responsabilité de protéger, de sécuriser l'ensemble de ses concitoyens et de leurs biens. Je suis d'accord avec la thèse de Baba Dakoro quand il parle de connexion. Je pense qu'il y a des connexions entre les différents groupes armés et les milices qui opèrent, bien entendu, au niveau du centre du pays et qui s'adonnent vraiment à des massacres de masse des populations civiles au niveau, bien entendu, du centre. Mais je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit toujours dans les réponses, qu'on soit toujours dans la réponse. Nous avons le gouvernement a la responsabilité aujourd'hui d'élaborer un système d'alerte pour permettre que s'il y a des hypothèses d'attaque dans certains villages ou qui sont entourés, soit on envoie des militaires par voie terrestre avec des appuis aériens, et soit il y a l'aviation militaire, qu'on fasse faire venir les gens de l'aviation civile pour faire éviter ces massacres, je veux dire. Mais je pense que certaines populations dénoncent le fait qu'il y aurait des préventions concernant certains cas, certaines attaques. Les autorités, que ce soit sécuritaires ou politiques, ont été prévenues, mais il n'y a pas eu de réponse. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de l'État qui est engagée. C'est pourquoi je disais qu'on ne doit pas être toujours dans les réponses ou dans la réponse. Il faut anticiper. Aujourd'hui, il faut mettre des mécanismes efficients en termes d'alerte et de prévention. Dès qu'il y a un problème, que nous puissions intervenir à temps. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème pour intervenir. La gouvernance aussi, c'est l'anticipation, c'est la planification, c'est la prévention, c'est la programmation. Il faut qu'on ait aujourd'hui un outil qui nous permet de pouvoir prévenir les éventuelles attaques au niveau du centre du pays. D'accord. Baba Dakono, quel est votre avis sur cette, on va dire, possible implication de la France ou autres pays occidentaux?
C'est vrai que ce n'est pas la première fois d'entendre ça, et on l'entend avec une certaine force maintenant que le fait de le répéter donne l'impression que c'est une vérité absolue. On n'a pas aujourd'hui d'informations qui puissent nous permettre de rejeter ça d'un revers de main, mais on n'a pas non plus d'informations qui nous permettent d'abonder dans ce sens. Ce qui est sûr, quand un conflit naît quelque part, il y a les entrepreneurs du conflit, c'est-à-dire les personnes qui profitent de ce conflit. Et ces entrepreneurs du conflit ne sont pas que les gens externes. Certainement, il peut y avoir des gens qui profitent de ça de l'extérieur, mais il y a également des entrepreneurs locaux du conflit, c'est-à-dire ceux qui profitent de ce conflit-là. Donc ça existe dans tous les conflits du monde. Pensez-vous que parmi ces entrepreneurs, certains seraient du gouvernement ? Je ne sais pas. Je parle de la possibilité que dans un conflit, il y a toujours des personnes qui en profitent et qui gravitent autour de ce conflit, qui le nourrissent, qui l'entretiennent, parce que justement, ce conflit leur permet pour certains d'exister, pour d'autres de tirer des profits qui peuvent être d'ordre économique, d'ordre politique, de tous ordres. Donc, ce n'est pas spécifique. Encore une fois, c'est une question théorique qui n'est pas spécifique au seul cas malien, mais dans tous les conflits, on retrouve de tels acteurs. Maintenant, là où je rejoins fortement ce que Dr Tounkara dit, qui nous permettrait d'avoir les solutions qui puissent résoudre la question, c'est de comprendre que le problème, il est fondamentalement endogène. C'est-à-dire, l'attention a été attirée depuis des années sur cette question. C'est-à-dire, ce n'est pas des Algériens, des Mauritaniens ou même des Français qui sont les combattants impliqués aujourd'hui dans les phénomènes qui alimentent l'insécurité. Que ce soit dans les réseaux de trafic, que ce soit dans les conflits qui opposent certains groupes socio-professionnels ou communautés, que ce soit dans les groupes extrémistes violents aujourd'hui actifs, principalement dans le centre du pays, mais quelquefois au nord, ce sont une base endogène, c'est-à-dire ceux qui forment ces groupes-là sont, dans la plupart des cas, des natifs de localités où ces groupes-là opèrent. Donc ça veut dire que des gens ont massivement, dans certains cas, adhéré au discours, soit de ceux qui incarnent aujourd'hui l'extrémisme violent dans le centre, soit de ceux qui opèrent en termes de trafiquants, mais ou ceux qui sont aujourd'hui en train d'opposer les groupes socio-professionnels ou communautaires. Donc c'est sur ça qu'il faut jouer et c'est ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir trouver des solutions. Si le problème était de la France, il suffirait juste de mettre fin au rapport avec la France pour résoudre la question. Si c'était d'un autre pays, il suffirait juste de prendre cette décision pour résoudre la question. Mais quand c'est un problème dans lequel sont impliquées des communautés du pays et qui, dans certains cas, ont répondu massivement à l'appel de la violence, c'est que la solution ne peut être endogène et c'est une remise en question ou une remise en cause de nos propres politiques, de nos propres façons de faire qui pourraient nous amener à trouver la solution et non de pointer du doigt un acteur externe. Sur Facebook, Adi Sadiko demande qu'est-ce que le gouvernement attend pour désarmer les milices? Je pense que si le gouvernement avait la possibilité de désarmer les milices, il serait désarmé avant la fin de cette journée. Il ne s'agit pas d'acter le désarmement, mais il s'agit d'opérationnaliser le désarmement. Et pour opérationnaliser le désarmement, garantir le fait que ça soit effectif pour tout le monde, il faut d'abord prendre en compte les facteurs qui ont poussé les communautés ou les personnes à prendre les armes. Les gens n'ont pas pris les armes pour le plaisir. Les armes, quel que soit l'accès facile à ces armes, ont un coût. Les gens ont dû arbitrer entre payer à manger et acheter ces armes-là. Donc les gens ont pris les armes pour une raison évidente, c'est que les réponses institutionnelles, que ce soit du Mali ou de ses partenaires, n'ont pas rassuré les communautés quant à leur sécurité. C'est pour cette raison que beaucoup d'acteurs se sont regroupés ou individuellement ont pris des armes. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire pourvoir à une sécurisation rassurante dans la perception des communautés pour pouvoir aller à ce désarmement. Le deuxième élément, c'est le rétablissement de la confiance. On est dans un environnement où la confiance, il y avait une certaine forme de méfiance historique qui s'est fait sur fond des différents conflits qui n'ont pas eu l'ampleur en termes de violence que ont les derniers conflits, mais il y avait une certaine forme de cohésion. Mais depuis quelques années, la méfiance, elle est
quasi absolue entre les communautés. Et dans un tel environnement, si vous les écoutez d'ailleurs pas en secret, publiquement, ils vous le disent. Nous avons déposé les armes, mais il y a encore des gens dans la brousse ou dans telle ou telle localité qui ont des armes. Donc nous allons reprendre les armes. Il n'y a pas ce climat de confiance-là qui permet aujourd'hui de dire à tout le monde de déposer les armes. Encore une fois, tout ça n'est fait que parce que je pense que l'État n'a pas la possibilité de désarmer aujourd'hui et tout de suite ces communautés. Donc il faut aller vers un désarmement intelligent qui doit être soutenu par des réponses que je viens de citer, notamment le fait de donner un certain gage de sécurité aux communautés, mais également de faire baisser la méfiance entre elles. Certains pensent que toute cette situation est provoquée par le gouvernement lui-même qui aurait sous-traité la sécurité des personnes et de leurs biens à ces milices. Donc je pense qu'à ce niveau également, aucun gouvernement n'accepterait justement de valider une telle thèse, mais dans les cas précis du centre du Mali, il n'est un secret pour personne, notamment pour ceux qui sont ou qui s'intéressaient à la région de Mopti. En 2012, on sait que quand l'administration publique avait quitté certains endroits, des milices ont commencé à se constituer ça et là, lesquelles milices ne pouvaient pas être empêchées par l'État central parce qu'effectivement, cet État ne pouvait pas déjà assurer l'offre sécuritaire, ne pouvait pas accomplir toutes ses fonctions dites régaliennes, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation. Donc finalement, les populations elles-mêmes se sont prises en charge en termes des besoins fondamentaux. Et pour le cas précis de la région de Mopti, beaucoup de témoignages font état du possible soutien qu'État avait accordé aux différentes milices, qu'elles soient Pell ou Dogon, ce qu'il faut quand même nuancer, c'est important. Mais ce possible appui apporté par l'État central avait des objectifs à atteindre. Le premier, à comment stopper l'avancée de groupes radicaux qui était quand même arrivé déjà à Douanza, mais dans le même temps, comme second objectif recherché par l'État central, à comment également contrecarrer la rébellion, ou en tout cas l'effet domino de la rébellion. Donc c'est des objectifs qui avaient, à un moment donné, motivé l'appui qu'aurait apporté l'État à ces différents groupes armés au centre du Mali. Mais fondamentalement, on aura du mal aussi à entendre la part de l'élite politique. Effectivement, en cette période 2012, elle a accepté, cette élite politique, de soutenir les différentes milices qui s'étaient substituées à cet État central. C'est qu'il ne faut pas oublier quand même, parce que ce sont ces milices-là, c'est les populations le disent, qui ont permis aux populations de vivre, qui ont permis aux populations même de cultiver, qui ont permis aux populations, qui ont assuré une certaine mobilité aux populations d'un point A à un point B. Donc c'est pour dire que les raisons fondamentales qui ont concouru à l'émergence de ces milices sont légitimes du point de vue de satisfaction des besoins exprimés par les populations. Mais maintenant, ce sont ces mêmes milices-là aujourd'hui qui hypothéqueraient même le retour de l'État dans certains endroits du centre du pays parce qu'elles se sont rendues compte qu'au bout du tunnel, ce que l'État est censé jouer comme rôle, vu qu'il ne le fait pas, même de manière antérieure à la crise. Donc, elles arrivent, ces milices aujourd'hui, à remplir pleinement effectivement cette fonction. Donc je pense que la question de l'utilité de l'État elle est fondamentale. Si on ne la pose pas, on aura du mal à apporter des solutions durables à toutes ces demandes sociétales. Si vous allez dans ces différentes localités aujourd'hui, très souvent, certains vous parleront de la carence de l'État en matière de l'offre sécuritaire, mais au-delà même de sa carence ou de la possible carence de l'État, la question aussi de perception qu'ont les communautés quant à l'offre sécuritaire me paraît aussi important comme élément. Donc je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'une possible présence de l'État, mais plutôt l'État est incarné par quel type d'acteur. Je le dis très souvent, la question d'éthique et de morale est quelque chose de fondamental. Tous les discours de Hamadou Koufa, d'autres groupes radicaux violents au centre du Mali, ce sont ces tares de l'État en matière de la justice sociale, ce sont ces tares de l'État lorsqu'il est question justement de trancher les différentes communautés qui ont même motivé certains acteurs à adhérer ou à répondre favorablement à l'offre terroriste. Donc c'est pour vous dire que si l'État ne se donne pas le courage de questionner les agents qu'il incarne à l'intérieur du pays, de se donner les moyens justement, c'est qu'un policier, notamment un gendarme ou un agent des eaux et forêts dans ces différentes localités, obéissent de façon tout à fait sans équivoque à la problématique d'éthique
et à la problématique de la morale. Ce sont des localités où ces différents agents de l'État, au lieu de rassurer les populations, ils ne font que les inquiéter. Au lieu de rassurer les populations, ils ne font que les spolier. Donc comment voulez-vous que dans un tel État où les populations se sentiront plus à l'aise avec l'absence de l'État plutôt avec sa présence. Donc c'est pour vous dire que la question d'utilité me paraît tout à fait fondamentale dans la saisie des dynamiques conflictuelles. Et le pourquoi aussi, il y a ces regains d'intérêt vis-à-vis des milices qu'est l'État central. Suivons aussi ce reportage de Mahaman Babakunta par rapport à la position de Tabital Poulakou et d'Anna Massagou concernant cette situation au centre du Mali. Face à la détérioration de la situation sécuritaire au centre du Mali, Tabital Poulakou s'est dit prêt à déposer les armes. Un désarmement que ses responsables conditionnent au cantonnement de toutes les milices armées au centre. Selon Maître Hassan Bari, la paix se construit ensemble. Personne n'est contre la paix et nous n'œuvrons qu'à ça. Il faut que les auteurs de ces massacres-là, qu'ils soient Dogon ou Peul, qu'ils soient poursuivis. Moi, je ne fais pas de distinguo. Une milice, c'est une milice. Qu'elle soit du centre ou du nord, l'État doit prendre en main sa responsabilité et dissoudre toutes les milices. Cet avis est également partagé par les responsables de Dana Amassagou. Pour Marcelin Guéguéré, le retour de la paix est leur plus grand souhait. Mais toutefois, selon lui, rien ne peut être fait sans le dialogue. Avant d'aller au désarmement des mains, il faut désarmer d'abord les cœurs. Il faut communiquer, il faut sensibiliser pour que les cœurs s'apaisent. Et ensuite, les cœurs étant apaisés, on amène les armes de bon gré. Mais si tu désarmes quelqu'un par force, tu n'as rien fait. Nous, on est prêts dès demain matin à tout dialogue. Pour certains observateurs, c'est l'absence de l'État qui favorise la formation et la présence des milices au centre du pays. Toutefois, il estime que c'est dans le dialogue que le cœur s'apaise. Désarmer les cœurs, est-ce possible aujourd'hui, Baba Dakono? Oui, c'est possible, mais la question ne doit même pas être sur la possibilité, mais sur la nécessité. C'est possible, mais au-delà du possible, il est indispensable aujourd'hui d'aller vers ce désarmement de cœur. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est bien entendu le discours qui émerge du terrain. C'est-à-dire, si aujourd'hui on force les gens à déposer les armes, ils le feront de façon symbolique. Mais en réalité, ça ne mettra pas fin au cycle de violence. Donc le plus important dans ce cas d'espèce, c'est de pourvoir ce que j'appelais tout à l'heure le rétablissement d'un minimum de confiance entre ces acteurs-là. Mais plus encore parce que on a l'habitude de dire justement qu'il est réducteur de ramener toute la dimension de l'insécurité à l'opposition aujourd'hui entre certaines communautés dans ces localités-là. C'est-à-dire, il y a d'autres facteurs sur lesquels émerge l'insécurité. Le docteur Tunkara est revenu tout à l'heure sur la présence de l'État, mais au-delà de sa présence, son utilité pour les communautés. C'est important parce que ce sont entre autres des facteurs sur lesquels se construisent les frustrations et qui sont ensuite après détournés ou instrumentalisés par d'autres acteurs qui n'ont pas aujourd'hui intérêt à ce que cette spirale de violence s'arrête. Qu'on ait vu l'évolution de la situation, est-ce que vous pensez que le gouvernement malien aujourd'hui est capable de désarmer les cœurs? Je pense que le gouvernement malien est capable de désarmer les cœurs, mais un gouvernement doit avoir un plan de communication dans des situations de crise. Notre communication est faite après que le mal ait été commis. Maintenant, pour désarmer les cœurs, il faut que le discours change. Quand vous faites un peu le tour des réseaux sociaux, il y a des gens qui vont vous faire sortir des concepts qui sont des concepts à éviter quand on fait allusion à la question de la crise du centre. Certains vous parlent de génocide, d'extermination ou d'épuration ethnique. Il n'y a pas d'épurement ethnique au Mali. Et je pense qu'il y a des récupérations ethniques et politiques des massacres qui ont lieu à Ogo-Sagou pour se rendre justice ou rendre des comptes. Je pense qu'il faut que la presse s'approprie de la question et que le gouvernement arrive à faire sortir un plan de communication pour nous éviter à aller vers l'emploi de certains concepts qui peuvent être des éventuels foyers de tension et qui peuvent pousser à aller vers une ethnicisation du centre. Il ne faudrait pas que nous tombions dans l'ethnophobie et dans le tribalisme. Mais d'abord, la première des choses pour désarmer
pour désarmer ou cantonner les milices qui sont reconnues par le gouvernement, parce que d'autre part, de plus de 40 milices qui opèrent dans la zone, est-ce que toutes ces milices, elles sont opérées aujourd'hui? C'est la question de fond. Et si ces milices sont opérées aujourd'hui, sont répertoriées aujourd'hui, il faut que ces milices aient une certaine garantie et une certaine réponse au plan institutionnel et politique. Et si elles sont répertoriées, il faudrait qu'on fasse une amnistie à l'Assemblée nationale et aussi élaborer un plan de réintégration des anciens combattants qui sont au niveau de ces milices. Tant qu'ils n'ont pas une certaine garantie, comme Baba l'a dit, le dépôt des armes va être symbolique, mais la réalité va être autre chose. Et c'est au gouvernement aujourd'hui de donner l'ensemble de ces garanties à ces gens-là. Quand vous demandez à quelqu'un qui s'est privé peut-être de manger ou de cultiver pour aller payer une arme, et si vous lui demandez de déposer l'arme, il faudrait qu'il ait certaines garanties. Il faut aller vers la réintégration socio-économique de ces ex-combattants au niveau de la société, au niveau de leur villages ou villes respectives. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des gens aussi aujourd'hui qui sont indexés. Donc il faut donner des garanties, leur donner ces garanties. Alors, juste ajouter, Koné vient justement d'attirer mon attention sur un élément qui est peut-être passé inaperçu. La garantie n'implique pas l'impunité. Autant il est important d'apporter les garanties nécessaires à toutes les communautés, mais justement, l'une des garanties de non-répétition par rapport, par exemple, à Ogossagou, à Kolongo, c'est l'impunité, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il faut que la justice soit rendue, qu'elle soit connue et que la sanction soit exemplaire pour pouvoir donner l'autre forme de garantie que cela ne va pas se répéter. Donc oui, donner les garanties, mais ne pas tomber dans l'impunité. C'est ce que demande Maître Hassan Bari, que les auteurs soient poursuivis. Est-ce qu'on peut s'attendre à cette poursuite? Non, les auteurs soient d'abord identifiés, parce que le grand malaise aujourd'hui, c'est qu'on dit ces massacres ont été commis, tout le monde fait des déclarations pour dire ne pas être impliqué, donc finalement on ne parvient pas à identifier. Donc il faut identifier ces auteurs, il faut savoir les punir. Et impliquant toute la série de violences. Parce que Ogossagou attire l'attention par l'ampleur du massacre, mais elle fait suite à d'autres types de violences armées dans la zone. Quand je parle de garantie au plan institutionnel et politique, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à une position de faiblesse. Et vous savez, en politique ou dans la gestion d'un État... quand vous dites nous, vous parlez du gouvernement malien? Je parle du gouvernement. Le gouvernement malien aujourd'hui est dans une position de faiblesse. Donc elle est obligée de faire des concessions. Mais je suis d'accord avec Dakono qu'on ne peut pas encourager l'impunité. Après, il faut ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités, les cerveaux qui sont à la base de ces massacres. Ils doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes nationales, qu'elles soient nationales ou internationales. Et sinon, s'ils sont amnistiés... D'accord. National. Sinon, s'ils sont amnistiés, cela ne voudrait pas dire que ceux qui ont commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne doivent pas répondre devant la justice. Mais nous sommes en... Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité opératoire et opérationnelle pour pouvoir désarmer ces gens? C'est la question de fond. Donc, il faut aller avec des concessions et avec des compromis pour pouvoir les ramener à la maison familiale qui est le Mali. Est-ce que cette situation n'a pas fait oublier la mise en œuvre de l'accord pour la paix même? Bon, je pense que l'accord pour la paix serait que il pourrait paraître un document peaufiné pour certains, pour d'autres un document qui serait même à l'origine de toutes ces tensions. Ouais, pour vous dire qu'à combien la pluralité à laquelle les lecteurs ont de ces documents poserait déjà en soi. Mais est-ce que les mécanismes même prévus, notamment le DDR, peuvent changer quelque chose dans cette situation? Moi, je fais partie de ceux-là qui ont la ferme conviction qu'il faut beaucoup nuancer ces questions de désarmement, de réintégration des acteurs qui auraient commis des violences ça et là. Admettons qu'aujourd'hui, qu'on aille vers un processus de désarmement, ce qui est quand même déclenché par l'État central, même si le processus peine à aboutir dans le cadre de la région de Moti, que demain qu'il y ait un nouveau foyer de tension, donc allons-nous passer toute l'éternité à engager des processus de désarmement, de réintégration? Il est important qu'on comprenne que ramener les acteurs qui ont pris les armes contre toute une nation
dans les girons de l'État, c'est une chose qui est associée en soi. Mais lorsqu'on questionne fondamentalement le processus, en quelque sorte, il encourage quand même l'offre criminelle. Je pense qu'on n'a pas à récompenser, quand même, de façon un peu vulgaire, on n'a pas à récompenser. Certains pensent que c'est ce processus DDR qui a même poussé beaucoup de Maliens aujourd'hui à se procurer des armes. C'est d'où l'importance que toutes les milices, sans exception, ou tous les groupes armés, parce qu'il y en a qui ne veulent même pas qu'on les appelle déjà des milices, que tous les acteurs non légitimes qui sont aujourd'hui munis des armes soient désarmés par l'État, quels que soient les mécanismes auxquels l'État ferait recours. Mais vouloir ramener ceci, notamment ceux qui étaient déjà dans les différents corps de sécurité et de défense, qui ont quand même cru à l'offre criminelle en aimant donner leur parcours et convaincu que ceci soit réintégré de nouveau. Vous voyez ce que ça fait du point de vue quand même d'orthodoxie, du point de vue même de justice sociale. Donc c'est pour vous dire que est-ce que en dépit de toutes ces demandes sociales qui pourraient paraître à certains égards légitimes, auxquelles les populations formulent ça et là, qu'il faut aussi procéder de façon à la limite un peu hâtive, voire vague, à des réintégrations ou à des armes. Je pense qu'il ne faut pas trop succomber au raccourci. Pour le cas précis du Mali, ne sommes-nous pas dans le besoin du désarmement ou dans le besoin surtout de réinsertion ou de réintégration de ces groupes, mais plutôt à comment faire en sorte que la violence soit l'apanage du seul État, c'est cela. À comment faire en sorte que l'État soit le seul acteur légitime, justement, à recourir à la violence. C'est ça, aujourd'hui, comme problématique dans le contexte malien. Je pense que ce sont plutôt les effets induits à la suite de ces différentes formes de violence qui sont plutôt saisis que les causes profondes qui seraient à l'origine de ces différents effets. Donc c'est pour vous dire que les causes profondes de l'insécurité, qu'on soit dans les régions dites nord ou la région de Mopti aujourd'hui, ne sont pas du tout questionnées de façon sérieuse par l'État central. Et on le disait tantôt, il faut s'attaquer à comment la justice est rendue, à comment les gens ont accès aux ressources naturelles, à comment la cohabitation elle est faite entre les différentes communautés, à comment surtout les gens qui sont au nom de l'État se comportent vis-à-vis des populations. Si nous arrivons à apporter des éléments de réponse à toutes ces problématiques posées ça et là, naturellement, le désarmement va se faire de lui-même. Parce que quand un État est fort, l'individu de nature aura même peur de faire recours à l'arme. On connaît quand même des pays qui sont parvenus à assurer l'offre sécuritaire, dans lesquels pays, effectivement, en aucun cas, les populations penseront à s'armer parce qu'elles savent pertinemment que derrière l'armement, il y a un État fort qui est là, lequel l'État ne tergiverse pas. Or, pour le cas précis du Mali, la fragilité de l'État, elle est sans équivoque. Baba Dakono, est-ce que l'accord pour la paix et la réconciliation est toujours utile ? Oui, il est utile parce que c'est vrai que les avancées dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord sont diversement appréciées, mais il faut quand même reconnaître que l'accord a permis de mettre fin à la belligérance entre les groupes armés qui étaient les groupes armés ex-indépendantistes qui étaient au nord avec le gouvernement malien. Ne serait-ce que ça, ça permet de pacifier cette zone et de faire face à autre chose. Donc oui, en ce sens, l'accord est utile, mais est-ce qu'il prend en compte toutes les dynamiques? Non, et c'est justement le moment d'aller vers un processus de paix plus intégré qui prend en compte beaucoup plus que ce qui est prévu dans le cadre de l'accord. Mais une chose essentielle par rapport à tout ça, c'est que certains, sinon beaucoup des questions soulevées dans le cadre des négociations qui ont abouti à cet accord sont des questions propres à pratiquement toutes les régions du Mali. Et c'était l'occasion justement de faire un débat national sur ces questions qui avaient été soulevées par la rébellion, qui sont des questions légitimes que se posent toutes les régions du Mali par rapport au sous-développement, par rapport à l'accès aux certains services sociaux de base, par rapport au type de représentation ou des rapports entre les collectivités et l'État central. Voilà des questions qui sont encore d'actualité, qui sont des questions légitimes qu'on doit verser dans le cadre du débat national en vue d'un processus de paix adapté à l'évolution du contexte. Vraiment, vu l'évolution de la situation, certains s'interrogent également sur l'utilité de la présence des forces étrangères au Mali. Bon, vous savez, je l'ai toujours dit, je vais être prudent peut-être, mais je dis aux gens, je ne vais pas prendre l'exemple sur le Mali, mais je dis les forces étrangères sont des forces en réalité qui font semblant de nous aider et en exacerbant les paranoïas identitaires.
si les forces, je suis d'accord que c'est nous qui avions fait appel à ces forces étrangères qui sont présentes sur le territoire malien, convaincus aussi qu'à un certain moment, à un moment donné, s'il n'y avait pas eu l'intervention Barkhane, beaucoup d'entre nous serions peut-être en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas que la solution à notre problème peut venir, bien entendu, des forces étrangères. Mais est-ce que les forces nationales ont la capacité de faire face à la situation? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, comme un président du Mali le disait, qu'il a hérité d'un État lambeau. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en capacité opératoire aujourd'hui, opérationnelle, pour pouvoir répondre avec satisfaction à la sécurité ou à la sécurisation de notre territoire national. Pour le moment, mais je pense qu'il y a déjà un début de réponse. Parce que vous savez, pratiquement au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a une série de formations qui a été initiée et pratiquement tout le monde a fait à peu près 3 à 6 mois de formation au niveau de l'école interarmes avec l'appui de l'Union européenne. Et je pense que d'ici 2 ans ou 3 ans, nous serions en capacité en réalité de faire face à la situation. De faire face à notre propre Tounkara, quelle est l'urgence aujourd'hui? L'urgence aujourd'hui, c'est la justice d'abord. Je suis persuadé que lorsque les populations auront le sentiment que la justice est rendue de manière équitable et égalitaire entre toutes les communautés, naturellement, l'institutionnel aura une prééminence sur le communautaire, aura une prééminence sur les géographiques. Et pour ce faire, il est de la responsabilité de l'État central de traiter toutes les communautés sans exception et de manière égalitaire et équitable. Mais lorsqu'on succombe à des injustices, naturellement, les sentiments du rejet ou le sentiment d'être abandonné par l'État central ne pourrait que s'aggraver davantage. Le dialogue national sollicité par bon nombre de Maliens est-il possible dans ce contexte? Et il est incontournable, pas un dialogue national pour donner un rôle à jouer à quelque acteur que ce soit, mais un dialogue national refondateur qui nous permettra d'interroger la gouvernance au plan national, mais également au plan local et sur lequel, à partir duquel des solutions peuvent être envisagées. Encore une fois, la rébellion a soulevé des problèmes qui sont communs à toutes les localités du Mali et un dialogue national permettra justement de pointer du doigt ces problèmes et envisager les solutions pour les prendre en charge. Merci Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako, Dr Ali Tounkara, sociologue, professeur à l'Université de Bamako, et Brahima Mamadou Kone, chercheur, doctorant en sciences politiques. Ils étaient les invités de ce grand dialogue à la mise en onde assurée par Gagny Kanté, régie vidéo assurée également par Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.